Directeur de recherche au CNRS et au laboratoire d'anthropologie sociale, spécialiste de la bande saharo-sahélienne. Monsieur Bourgeot, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Monsieur Normand, vous êtes auteur du livre, le grand livre de l'Afrique, et vous parlez des problèmes auxquels les pays africains sont confrontés dans votre livre. Et au Mali, aujourd'hui, on entend parler d'un pays en guerre. Peut-on dire que le Mali est un pays en guerre? Si oui, quelle est la nature de cette guerre et quelles en sont les causes? Alors, on peut dire que le Mali est un pays en guerre, et ceci, on peut le dire depuis 2012, n'est-ce pas? Puisque, à cette époque, tout le nord du Mali avait fait sécession à travers des actions armées où l'armée malienne était fortement engagée. Aujourd'hui, le Mali est encore en guerre, avec trois sources de guerre. Une guerre qui provient, ou un risque de guerre qui provient du nord, et des groupes séparatistes et narcotrafiquants. En principe, cette question est traitée par l'accord d'Alger. Donc on verra comment évolue cet accord. Il y a une deuxième source, évidemment, qui est la plus visible, celle dont on parle le plus. Ce sont les différents groupes djihadistes, qu'il s'agisse du GSIM ou de l'EIGS. Et c'est bien une guerre, mais c'est une guerre d'un type très particulier, une guerre asymétrique. Ce n'est pas une armée qu'on a en face de soi. Ce sont des gens qui ne portent pas d'uniforme, qui peuvent se dissimuler et se disperser dans la population civile et mener des attaques très violentes et relativement sournoises. Et donc, il est très difficile d'appliquer des méthodes de guerre classiques. Et les armées traditionnelles sont mal adaptées à ce type de guerre. Donc, c'est une guerre très particulière. Et la troisième source d'insécurité, c'est évidemment les affrontements intercommunautaires qui peuvent être aussi envenimés, accentués par les groupes armés djihadistes ou d'autres groupes armés. Bien sûr, quand je sépare ces trois causes, il faut voir qu'il y a des connexions entre eux. On sait que certains groupes signataires de l'accord d'Alger peuvent avoir des connivences avec certains groupes djihadistes, que les groupes djihadistes interagissent avec les conflits intercommunautaires. Mais globalement, on a une situation d'insécurité très forte, avec un doublement chaque année du nombre de morts, n'est-ce pas? Dans le Sahel, il y a eu 4000 morts en 2019, 2000 en 2018, moins 2000 en 2017. Et dans les années 2015-2016, c'était quelques centaines seulement. Donc on a une dégradation de la situation sécuritaire et une dégradation de la guerre. D'accord. Mais est-ce qu'on peut connaître les causes de tout ça selon vous? Est-ce que alors ces trois phénomènes que vous venez de citer ont les mêmes causes? Oui, en fait, ils ont assez largement les mêmes causes, c'est-à-dire une crise de l'État. Ça a débouché ultérieurement sur une crise de la nation, mais c'est une crise de l'État. L'État, c'est le système qui permet de contrôler le territoire, mais aussi d'apporter des services à la population sur le territoire. Lorsque l'État est absent de larges zones du territoire, les populations se sentent abandonnées, d'une part, les jeunes n'ont pas de perspective, et d'autre part, il se crée des groupes armés assez spontanément dans ces circonstances, parce que les passions humaines, c'est-à-dire le sentiment d'injustice, et également l'avidité, le besoin de puissance, les pulsions qui existent chez tous les humains s'expriment sans barrière, sans gendarme. On a une sorte de Far West sans shérif, n'est-ce pas? C'est-à-dire le désordre s'installe, des groupes armés existent et il n'y a plus de barrières. Il peut y avoir des barrières culturelles propres, mais quand les cultures elles-mêmes sont atteintes, quand les jeunes n'ont pas pu aller à l'école, à ce moment-là, qu'est-ce qui empêche les pulsions de violence de s'exprimer, n'est-ce pas? Et c'est la situation qui se produit quand il n'y a pas de police, pas de gendarmerie, pas de maintien de l'ordre, pas de service public, quand l'État est absent, quand les gens finissent par se rebeller contre l'État lui-même, qui devient quelque chose de lointain, d'improductif dans leur esprit. D'accord, merci Monsieur Normand, Monsieur Bourgeot. Et pour vous, quelle est votre explication? Le Mali, pays en guerre, si oui, quelle nature et pour quelle cause? Dans un premier temps, je dirais que la notion de guerre, telle que vous la présentez, est un terme générique et général. Elle a besoin d'être caractérisée. Il y a eu, historiquement parlant, des guerres d'indépendance, des guérillas, donc plusieurs formes. Il semblerait que maintenant la terminologie officielle pour caractériser la situation actuelle soit celle de guerre asymétrique.
Alors, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire asymétrique, parce que les méthodes qui sont utilisées d'un côté ne sont pas les mêmes que celles qui sont utilisées de l'autre côté. Donc, je ne suis pas convaincu sur la pertinence, sur la validité opératoire de cette notion de guerre asymétrique. Ça a commencé déjà par une guerre de harcèlement, plus particulièrement du côté des groupes armés djihadistes. Ensuite, ça a pris la tournure de guérilla, et puis maintenant, ça prend véritablement la forme de guerre que je ne sais pas caractériser. C'est probablement là où est le problème, puisqu'il y a une diversité de méthodes du côté des groupes armés, plus particulièrement djihadistes. Je dis plus particulièrement de djihadistes, parce que les méthodes utilisées par les groupes armés indépendantistes ne sont pas du tout les mêmes. En tout cas, les modalités d'intervention sont très très différentes, d'où la difficulté de le caractériser. Donc, guerre asymétrique qui est une notion davantage de conception occidentale. La notion de guerre, effectivement, elle implique des conflits qui n'ont pas trouvé de solution à travers des négociations, à travers la voie classique, pacifique, et qui finalement nécessairement un recours aux armes. Je crois que c'est ça la notion de guerre, c'est la nécessité de recourir aux armes pour régler un certain nombre de conflits, quelles que soient les natures. Bon, la nature peut être, les objectifs peuvent être très, très différents, conquête du pouvoir, conquête de territoire, etc. Donc il y a une diversité de cas extrêmement importante. Et par rapport à ce qui se passe, quelles causes évoqueriez-vous? Les causes, elles sont multiples. Tout à l'heure, Nicolas fait référence à la situation et sur l'absence de l'État. J'irai un peu plus loin en disant qu'on peut considérer que l'ensemble du septentrion malien, et puis aussi le Mali central, était véritablement une zone de non-droit. Ça veut dire une zone de non-droit, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'était la porte ouverte à tous les abus. Je dis bien tous les abus, y compris la fraude organisée, la criminalité organisée, l'absence de l'État, c'était ça, zone de non-droit, donc quelque chose d'extrêmement grave dans une situation de turbulence déjà extrêmement importante. D'accord, merci M. Bourgeot. Maître Touré, quelle est votre explication sur tout ça? Moi, je pense qu'à défaut d'être original, je vais simplement me contenter de valider exactement ce que Normand et André viennent de dire. Les causes, elles sont connues, elles sont multiples. Les raisons ont été données de part et d'autre, mais ce qui m'aurait beaucoup plus intéressé, c'est beaucoup plus la thématique même de l'émission du soir, c'est-à-dire comment construire la paix. Mais justement, parlons-en. Comment construire la paix. Comment construire la paix de manière assez simple, triviale. On peut dire qu'il faut arrêter de faire la guerre, mais pour autant, il faut comprendre quelles sont les causes qui ont conduit à ce conflit et comment on en est sorti. Parce que le mécanisme de construction de la paix est forcément tributaire du mode de sortie du conflit. Donc la façon dont on sort du conflit détermine le type de paix qu'on élabore en réalité. Nous sommes dans une situation où généralement, de manière générale, quand on sort d'un conflit, il y a peut-être 2 ou 3 hypothèses. Soit on sort du conflit totalement vainqueur, l'autre il est vaincu, donc il y a une abdication. Soit on n'est ni vainqueur ni vaincu. Et en fonction du mode de sortie du conflit, simplement, on construit un modèle de paix. Et dans notre cas, je pense que nous sommes sortis de ce conflit perdant compte tenu de 2012 et la débâcle de l'armée en 2014. Donc quand on sort d'un conflit perdant, il va sans dire également qu'on négocie dans ce qu'on appelle une position de faiblesse et on se voit imposer souvent des choses qui ne sont pas, en tout cas, tenables sur la durée. Et cette négociation a abouti, dans notre cas, à un cadre politique qui est l'accord issu du processus d'Alger. Donc on ne peut pas parler de la construction de la paix sans également faire référence au mode de sortie et le document également qu'on a comme base de travail. On l'a beaucoup critiqué timidement. Après, les Maliens se sont rendus compte à un moment donné qu'il faut monter en puissance et demander totalement la révision de cet accord. Je pense que le dialogue national inclusif qui vient de terminer nous donne également une piste intéressante de construction de cette paix. Et dans le schéma de construction de paix, quand on prend cet accord d'Alger et qu'on le regarde très bien, on se rend compte simplement à l'analyse que c'est un document qui est un condensé de mesures et d'intérêts. Beaucoup de concessions ont été faites aux groupes armés en position de force. Certains Maliens ont dit à juste raison que c'était un accord imposé. Donc le Mali ayant en tout cas étant en position de faiblesse, on a dû faire des concessions sur beaucoup de choses. Sauf que cette paix qui est consignée dans cet accord d'Alger me paraît être une paix avec les groupes armés. Mais est-ce que c'est une paix qui est faite dans l'esprit de l'accord, c'est-à-dire une paix durable
qui concerne vraiment le Mali dans son ensemble, je ne le pense pas. La paix, elle est avec les groupes armés, c'est ce qui fait qu'on a cette réorganisation architecturale. On a une armée, en tout cas, recomposée dans le format, je pense qu'on aura l'occasion de venir là-dessus, et redéployée également selon des critères également qui posent beaucoup de problèmes aux Maliens. Donc, la construction de la paix, pour moi, ne peut être envisagée que lorsqu'on se pose deux questions. Est-ce qu'on construit la paix en mettant fin à la guerre avec les groupes armés, ou bien on construit la paix en dessinant un projet commun de société qui dépasse largement cet accord d'Alger? Donc voilà, c'est pour moi les questions auxquelles on doit répondre sur la construction de la paix. D'accord, merci Maître Touré. Monsieur Normand, oui, Maître Touré, alors il y a eu un mode de sortie de la crise et qui se manifeste justement par l'accord d'Alger. Alors un accord qui a été fait avec les groupes armés, mais au jour d'aujourd'hui, l'insécurité dans le pays n'est plus en fait quelque chose qui relève de ces groupes armés. On a d'autres groupes qui ne sont pas signataires de cet accord-là. Est-ce que nous ne sommes pas encore loin de la sortie de crise? Alors, je partage complètement l'analyse de Maître Touré, c'est-à-dire que la construction de la paix, elle se fait à deux niveaux. Je crois qu'il y a un accord qui existe pour ces groupes armés, donc on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Donc il faut appliquer cet accord. Cet accord, ça a été dit, des concessions importantes ont été faites aux groupes armés. Peut-être qu'effectivement le Mali était en 2015 ou 2014 quand ça s'est négocié en position de faiblesse. Maintenant, cet accord, il prévoit quand même des choses importantes et les groupes armés ont fait également des concessions. À savoir qu'il y a l'intégrité territoriale qui est garantie par l'accord d'Alger, il y a le caractère laïque et républicain de l'État du Mali qui est prévu par l'accord d'Alger, et il y a la disparition des groupes armés qui est prévue par l'accord d'Alger. Ces groupes armés, ces plateformes doivent disparaître en étant intégrés soit dans l'armée, soit dans l'administration, soit dans la vie civile, avec le DDR. Et il doit aussi y avoir des élections. Donc on ne doit plus avoir d'autorités intérimaires désignées par des groupes armés, mais des personnes désignées par la population. Donc finalement une normalisation de la situation. Alors les concessions faites aux groupes armés, c'est une régionalisation poussée. Et on verra si les groupes armés sont sincères dans ces objectifs de paix et d'intégrité territoriale ou non. Il est trop tôt aujourd'hui pour faire un bilan de cet accord d'Alger. Ça fait 5 ans qu'on l'applique, mais on n'en est qu'au début quand même, puisque il y a 1000 personnes qui sont en cours d'intégration dans l'armée. L'armée reconstituée, elle vient juste avec un petit nombre de personnes d'arriver à Kidal. Donc il est un peu trop tôt pour tirer les conclusions de cette application. Mais tout le monde souhaite évidemment, pour la construction de la paix au Mali, que cet accord d'Alger se fasse dans l'esprit de l'intégrité territoriale et dans l'esprit de la disparition des groupes armés. Alors, comme vous l'avez dit, il y a d'autres groupes armés qui préoccupent beaucoup et qui sont particulièrement toxiques, particulièrement dangereux, qui sont surtout ceux de l'État islamique au Grand Sahara et du GSIM de Yad Ghali. Là, je rebondis aussi sur ce que disait Maître Touré. Il faut revenir aux raisons pour lesquelles ces groupes existent. Ils existent d'abord parce qu'il y a des groupes qui sont venus de l'étranger, n'est-ce pas, de l'Algérie, qui se sont installés au Nord Mali, le GSPC à l'époque qui s'est ensuite appelé AQMI, et qui s'est enraciné sur place et qui a développé cette idéologie djihadiste armée. C'est un phénomène qui existe en Afrique au sud du Sahara, qui est apparu au même moment dans différents endroits au début des années 2000. C'est apparu ici au Mali, c'est apparu au nord du Nigeria avec Boko Haram, c'est véritablement en 2007 au Nigeria, et véritablement en 2012 au Mali, et c'est apparu également en 2007 en Somalie avec les Shebab. Et aujourd'hui, ça apparaît dans d'autres régions, au Congo, au Mozambique. Donc c'est un phénomène récent. C'est pour ça qu'il est un peu difficile de tirer le bilan et de l'évolution de ces groupes. On est un peu au début et ça va durer longtemps. Mais est-ce que vous trouvez que nous avons tiré les leçons en fait des autres cas que vous venez de citer? Alors, ce que je veux dire, c'est que dans ces groupes, il n'y a pas que cette idéologie. Cette idéologie, elle sert souvent de paravent et ce sont souvent celles des chefs. Mais l'essentiel des gens qui sont dans les groupes djihadistes sont des jeunes qui ont été entraînés dans cet engrenage sans peut-être en mesurer toutes les conséquences parce que leur vie de jeune va être
écourtée. La plupart des gens qui rentrent dans ces groupes vont mourir jeunes. C'est une vie d'extrême violence qu'ils ont entreprise. Pourquoi ils sont rentrés dans ces groupes? Parce qu'ils n'avaient pas d'autre possibilité, soit qu'ils étaient contraints, que les groupes ne leur laissaient pas le choix, soit qu'ils y sont peut-être allés volontairement parce que ces groupes offraient un salaire, et ces groupes leur ont fait croire que c'était une possibilité de vie meilleure. Donc il faudrait aussi pouvoir récupérer toutes ces personnes et leur offrir une alternative. Ça c'est important. Et c'est ça la construction de la paix. Et on retrouve à ce moment-là la nécessité du redéploiement de l'État dans les zones rurales abandonnées. Mais moi je pense que le redéploiement de l'État n'est pas possible si on ne commence pas par traiter le problème central de l'État. Il y a une crise de l'État au Mali, donc il faut analyser cette crise de l'État. Pourquoi l'État est faible au Mali, mais pas seulement au Mali, bien sûr, il y a pas mal d'autres pays, dans le Sahel et ailleurs, et pas seulement en Afrique, hein, c'est un phénomène qui existe dans beaucoup de parties du monde. L'Afghanistan, le Yémen, le Moyen-Orient, l'Irak, la Syrie sont dans des situations du même genre. Pourquoi l'État est très faible? Moi, je veux bien en parler, mais je veux pas être trop long. Bon, si vous voulez. L'État est très faible parce que c'est beaucoup un modèle importé, n'est-ce pas, qui vient de l'extérieur. C'est l'État légué par la colonisation. Et en même temps, il était évidemment mal adapté aux cultures locales. Donc, il y a une hybridation qui s'est faite entre les coutumes locales, les traditions, les formes d'État qui existaient localement et l'État importé selon le modèle européen. Cette hybridation, elle n'a pas forcément mal réussi. C'est une greffe en quelque sorte. Et cette greffe a réussi dans certaines régions, dans certains pays d'Afrique, et elle a échoué ou mal pris dans d'autres régions. Alors, il faut aussi voir que si ça a mal pris, c'est parce que, par exemple, dans le cas du Mali, vous avez un secteur informel très important qui ne paye pas d'impôts. Donc, l'État n'a pas beaucoup d'argent dans ses caisses. Si vous n'avez pas d'argent dans vos caisses, vous ne pouvez pas payer une armée, une gendarmerie, une police, une gendarmerie. Donc, il faut aussi traiter ce problème que les fonctions de l'État doivent mieux fonctionner. Les services fiscaux, la justice, la police, la gendarmerie. Il faut commencer par traiter ces problèmes de fonctions régaliennes, de pouvoir de l'administration. À partir du moment où on traite ces questions, l'État sera en mesure d'être plus efficace également en dehors des capitales et des grandes villes, et d'apporter peut-être des solutions dans les zones rurales. Parce qu'aujourd'hui, la guerre, elle n'est pas dans les villes, Dieu merci pour l'instant. Elle est uniquement dans des zones rurales. Et donc, c'est les zones où l'État est absent, justement. Et il faudra que l'État revienne un jour pour construire la paix. D'accord. Merci, Monsieur Normand. Monsieur Bourgeot, Monsieur Normand dit qu'il faut appliquer déjà l'accord d'Alger. Est-ce que l'application de l'accord fera taire ces groupes djihadistes, narcotrafiquants et autres? Avec votre permission, je répondrai après à la question, parce que j'ai 2 ou 3 choses à dire avant. C'est que le vocabulaire généraliste de guerre ne me paraît pas correspondre aux réalités d'activité guerrière par les différents groupes armés. Ça, c'est un problème réel. Les groupes armés n'ont pas les mêmes objectifs. Si on prend par exemple le mouvement national de libération de l'Azawad, l'objectif est l'indépendance de cette supercherie qui est l'Azawad. Les finalités, les objectifs et la nature des modes opératoires des groupes armés salafistes djihadistes ne sont pas du tout les mêmes. Donc comment créer les conditions de la paix si on ne prend pas en considération cette diversité d'activités guerrières? C'est la raison pour laquelle je parle d'activités guerrières et non pas de guerre. C'est pas du tout la même chose. C'est pas simplement faire du fétichisme des mots, hein. C'est quelque chose, c'est de la sémantique politique qu'il faut prendre en considération pour négocier effectivement quelque chose qui conduirait à la paix. Alors, pour répondre plus directement à votre question, est-ce que les accords de paix, les accords d'Alger dits accords de paix, correspondent effectivement à une volonté de paix quand les groupes armés, aucun n'a été désarmé? Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'on peut créer les conditions de la paix lorsque les groupes armés n'ont pas du tout été désarmés? On voit bien ce que ça a donné comme situation qui prévaut encore actuellement. Donc, ensuite, pour répondre plus directement à votre question sur le contenu des accords de paix, notamment le respect de l'intégrité territoriale, je prendrai l'exemple de Kidal. L'exemple de la coordination des mouvements de l'Azawad, qui, jusqu'à une époque récente,
n'a jamais respecté l'intégrité territoriale. Donc ils étaient quand même signataires de ces accords de paix. À ma connaissance, on n'a pas dénoncé la communauté internationale, les Algériens, la France, tout ce que vous voulez, n'a jamais dénoncé le fait que ces accords n'ont pas été respectés, puisque, encore une fois, l'administration civile et militaire malienne était interdite d'accès sur ce territoire. Et quand il y a eu possibilité d'accéder à ce territoire, c'était sous la conditionnalité de groupes armés à finalité indépendantiste. Alors, vous voyez un petit peu la complexité des problèmes. Ensuite, l'application du contenu des accords de paix, je crois qu'il y a un consensus là-dessus. Tout le monde reconnaît que ça a mis beaucoup de temps pour être appliqué et que jusqu'à maintenant, en tout cas de mon point de vue, on ne peut pas dire qu'ils ont été particulièrement appliqués d'une manière rigoureuse. Donc, comment sortir de cette situation quand la complexité des problèmes s'est aggravée d'une manière extrêmement importante. Je peux observer que si je compare la situation au Mali de l'époque d'octobre-novembre dernier, elle s'est quand même sensiblement aggravée. Ça a été encore une aggravation sensible. Aggravation sensible j'ai pour habitude, quand j'établis des analyses, de contextualiser et de comparer des situations. J'observe qu'à chaque fois où l'Occident prend une décision, il y a immédiatement, 8-10 jours après, émergence d'activités djihadistes particulièrement meurtrières. Alors la question que je me pose est la suivante. Ces activités meurtrières menées par les groupes armés djihadistes renvoient à des problèmes locaux. Mais leur capacité d'intervention et leur capacité d'adaptation aux nouvelles réalités me permet de poser la question suivante. Est-ce qu'il existerait, peut-être qu'on abordera ça tout à l'heure, en quelque sorte, l'existence d'une internationale djihadiste? La question me paraît pertinente parce qu'on retrouve les mêmes modes opératoires partout où il y a des activités djihadistes. Alors si cette internationale djihadiste existe, comment elle fonctionne? J'observe qu'elle fonctionne d'une manière à la fois très verticale, mais avec une autonomie redoutable au niveau des pouvoirs locaux djihadistes. C'est ça qui fait leur force. Et cette force-là, elle est fondée sur deux types d'actions, c'est-à-dire la mobilité, très très grande mobilité, et la flexibilité dans leur composition. Je ne sais pas si on va aborder le problème des conditions d'adhésion ou d'insertion dans les groupes armés, mais je crois qu'il y a quand même pas mal de choses à dire là-dedans. Face à ça, vous avez des activités guerrières de type guerre classique, où il n'y a pas de mobilité, où il n'y a pas de flexibilité, où les choses sont extrêmement lourdes, d'une part. D'autre part, les groupes djihadistes, ils sont où? En brousse. Les militaires nationaux ou occidentaux sont surtout en ville. Donc s'il n'y a pas la nécessité de repenser une stratégie justement de s'insérer dans la brousse pour pouvoir neutraliser ces groupes armés, il faut nécessairement repenser toutes ces stratégies. Pourquoi ne pas créer des groupes militaires mobiles, cette fois-ci, comme il existait à l'époque coloniale, le problème des GOUM. Vous n'allez pas faire ça en chameau, vous pouvez très bien faire ça avec les belles motos du Paris-Dakar. Une belle moto du Paris-Dakar, c'est exactement les mêmes outils utilisés par les groupes. Ça, c'est Napoléon qui disait ça. Il faut toujours utiliser les armes de l'ennemi. Donc il faut repenser, de mon point de vue, toute cette stratégie. Sinon, je crois qu'on est encore une fois droit dans le mur. C'est pas le nouvel apport de 600 militaires nouveaux qui vont résoudre les problèmes. Loin s'en faut. D'accord, mais vous disiez tantôt que la communauté internationale a vu que, par exemple, par le cas Kidal, que l'accord même avait été violé pendant des années. Et pourtant, tout le monde a observé un grand silence autour de ça. Qu'est-ce qui justifierait? Qu'est-ce qui expliquerait je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui justifierait ça. C'est un constat. Mais c'est un constat qui m'ébranle quelque part, parce qu'il n'y a aucun pouvoir organisé qui a condamné. Il n'y a jamais eu de sanctions. Donc les questions que je me pose, quand un accord est violé de facto, que tout le monde voit, et qu'il y a possibilité de prendre des sanctions et que les sanctions ne sont pas prises, je me dis, mais attention, sur quelle planète on est?
Si vous voulez, je peux vous citer des cas. Il y a un cas quand même qui me paraît extrêmement important, c'est le numéro 2 de Ansar ad-Din, qui était M. El-Rabas Aguintallah, qui était le fils donc de la Ménoka Intallah, qui était le numéro d'Ansar ad-Din, et qui ensuite quitte Ansar ad-Din pour créer le mouvement islamique de l'Azawad, référence islamique, très claire, comme Ansar ad-Din. Il a été mis sur les listes par les États-Unis comme étant un terroriste redoutable. Et j'observe qu'il y a 5 ou 6 mois, quand il y a une délégation qui s'est rendue au Pentagone, le Pentagone c'est quand même les États-Unis d'Amérique, M. El-Rabas faisait partie de cette délégation. Donc quelque part, je me dis, mais où est-ce que l'on va? Subitement, on dit, tiens, c'est plus un terroriste. Et il a toutes les possibilités de se rendre officiellement. C'est-à-dire que le Pentagone reconnaît aussi, cautionne le bien fondé de ce qui se passe actuellement dans la date des Iphoras. Donc vous voyez comment, dans ces conditions-là, créer les conditions de la paix. Tant qu'on n'aura pas éradiqué, et puis il y a aussi toutes les formes d'impunité qui prévaut dans ce pays. Alors, parler de la paix si on ne prend pas en considération des activités guerrières multiples avec des objectifs différents, je pense qu'on n'y arrivera jamais. Merci Monsieur Bourgeot. Maître Touré, vous évoquiez comme mode de sortie de crise en 2012 donc un accord qui a été accepté finalement, mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, l'application de cet accord-là dans un contexte de nouveaux acteurs armés, est-ce que cette application de l'accord en elle-même suffira à mettre fin à la crise actuelle? C'est là le cœur du problème. Si la réponse était simple, on n'en serait pas là. Mais je voulais simplement rebondir un peu sur ce que M. Normand avait dit tout à l'heure. On n'est pas à l'heure du bilan, on est à l'heure de l'application et de l'applicabilité de l'accord. Comme je vous l'ai dit à l'entame des propos, ce document obtenu dans les conditions que nous connaissons présage simplement d'une mise en œuvre difficile. Parce que, en réalité, ceux qui sont allés signer cet accord, la partie gouvernementale ainsi que les groupes armés, qui se sont positionnés comme étant les interlocuteurs légitimes, n'est-ce pas, par rapport aux représentations des populations du Nord, cela pose un énorme problème. Les parties prenantes à cet accord également ont du mal, n'est-ce pas, à faire passer cet accord. Pourquoi? Parce que toutes les parties ne sont pas intégrées. La majeure partie des populations du Nord n'est pas partante pour le projet de partition. Donc ceux qui sont allés signer, les groupes armés, sont allés en se faisant passer pour les représentants des populations. Donc quand vous amenez un accord signé, convenu dans ces conditions, il va sans dire que les autres populations qui ne sont pas partantes pour le projet également résistent plus ou moins. On a des organisations de ressortissants du Nord qui sont communautaires, qui ne se reconnaissent pas du tout dans cet accord. Et cet accord est censé s'appliquer pour les populations du Nord qui elles-mêmes ne se sentent pas représentées par ceux qui sont allés signer à leur nom. Donc la non prise en compte de cette complexité du dossier fait que la mise en œuvre ne peut qu'être difficile parce qu'il y a des acteurs majeurs du processus qui ne sont pas impliqués dans cette affaire. Quand on regarde l'accord d'Alger, chaque fois qu'on parle de population, de femmes, de jeunes, on leur confère un rôle simplement d'accompagnement. Donc il faut accompagner la mise en œuvre, accompagner la mise en œuvre. Donc cette complexité, la non prise en compte de cet aspect, de cette complexité du dossier fait que la mise en œuvre va s'avérer très difficile. C'est pourquoi je vous ai dit à l'entame de mes propos que l'accord d'Alger, en tout cas selon ce que moi j'ai compris, est un document de partage politique qui a été signé pour faire des concessions aux groupes armés. Mais nullement n'engage les populations du Nord. Maintenant, comment dépasser cet accord et construire un projet commun de société? C'est là où maintenant notre imagination collective, notre capacité de projection commune est interpellée. Et c'est à ce niveau que moi je pense que la véritable construction, sinon la co-construction de la paix peut commencer. Parce qu'en suivant l'accord, dans les mécanismes qu'il a prévus tant sur le plan institutionnel que sur le plan militaire, on arrivera au mieux à une paix asymétrique, puisque le terme est à la mode, parce que c'est une paix qui va être entre l'État et les groupes armés, mais qui ne concernera pas les autres populations du Nord. Donc ce qui est important de faire à ce niveau maintenant, c'est de passer et de dépasser l'accord simplement dans sa lettre pour aller maintenant vers la construction de quelque chose de plus commun, ressouder un peu la nation pour pouvoir permettre à un État qu'on va repenser ensemble de porter cette volonté, ce projet commun, ces objectifs
communément convenu entre les populations et politiquement d'ailleurs pour pouvoir reconstruire un État dans ses fonctions régaliennes. Voilà ce que moi je pense en tout cas en termes de parcours de construction et de co-construction de la paix en partant de l'accord d'Alger. Parce qu'il faut également, dans les débats tout à l'heure, je constate qu'on parle beaucoup du Nord, on parle également des questions djihadistes. C'est vrai qu'au Nord il y en a, au centre également il y en a. Nous sommes dans deux situations différentes. Au Nord, on a un cadre politique, l'accord d'Alger. Au centre, on n'en a pas pour le moment. Donc, comment arriver déjà à avancer dans le domaine où on a un cadre politique et continuer la réflexion de fond maintenant sur le cas du centre où les initiatives de dialogue ont commencé à être données tout à l'heure. Mais les mettre ensemble globalement, peut-être, moi je pense que ça risque de créer une forme de confusion qui pourrait être un obstacle à la construction de la paix. D'accord. Déjà, M. Normand et M. Bourgeot veulent réagir, mais permettez-moi de poser une autre question à Maître. En fait, il y a eu en 2012 alors, cette crise, et après, il y a eu cet accord. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, Maître, nous avons d'autres acteurs sur le terrain qui ne sont pas alors, des parties signataires de l'accord. La question est la suivante. Hormis ces groupes en fait, qui ont signé l'accord, qui sont vraiment parties signataires de l'accord, ces djihadistes-là qui sont là, qu'est-ce que nous allons faire avec eux? Un autre accord avec ces djihadistes? Ou alors il nous faut les combattre coûte que coûte? La réponse ne me paraît pas du tout compliquée. Si vous avez suivi le fil de mes propos, je vous ai dit tout à l'heure que construire une paix dépend du mode de sortie du conflit. Tout à fait. On est sorti, en tout cas, on essaie de sortir de la crise du Nord à travers un accord qu'on a signé en position de faiblesse. Nous sommes face à des djihadistes où on est dans une position de nini. Moi, à ma connaissance, on n'a pas gagné, ils n'ont pas gagné. Personne n'a gagné, personne n'a perdu. Dans ce contexte maintenant, comment faire un accord? Si on fait un accord dans ces conditions, est-ce qu'on ne risquerait pas de tomber dans le même travers que l'accord d'Alger? Moi, en ce qui me concerne, je pense sincèrement qu'il faut rétablir les rapports de force, se mettre d'abord en position de force, les affaiblir pour pouvoir les amener à la table de négociation. Si jamais on opte pour ce mode de sortie des conflits dans la situation de Nini, n'est-ce pas, ça risquerait de nous amener vers des compromissions qui me paraissent vraiment intenables. Ce n'est que mon point de vue. Merci, Maître Touré. Monsieur Normand, après ce sera vous, Monsieur Bourgeot. Non, mais je partage très largement, même pratiquement totalement, les analyses de Maître Touré. Je voudrais peut-être apporter une petite nuance. C'est vrai que l'accord d'Alger fait des concessions aux groupes armés signataires. Mais c'est vrai aussi, il faut le dire quand même, que les groupes armés aussi ont fait des concessions. Le principe d'un accord, c'est que tout le monde fait des concessions, hein, sinon il n'y a pas d'accord. Voilà, alors je l'ai dit, les concessions des groupes armés, la question est de savoir si elles sont sincères, c'est plutôt ça la question. Mais sur le papier, elles sont là quand même. Sur le papier, c'est leur disparition. Ils disparaissent, les groupes armés. Et c'est aussi le respect de l'intégrité territoriale, et c'est des élections, et les élections, ça donne la parole aux populations qui ne sont pas associées à l'accord d'Alger. L'accord d'Alger, c'est un accord qui traite un problème très particulier, qui sont ces groupes armés, essentiellement en réalité ceux de la CEMA, c'est-à-dire les séparatistes. Il s'est créé par réaction des groupes armés dits loyalistes de la plateforme. Bon, et qui ont été intégrés dans l'accord, ce qui est assez paradoxal, n'est-ce pas? Un accord signé entre un État et des groupes qui sont pro-Bamako. Ouais. Bamako signe un traité, un accord avec des groupes pro-Bamako. C'est assez étrange, il n'y a pas beaucoup de précédents sur la planète. Et puis un accord avec les ennemis déclarés de Bamako, qui étaient les séparatistes. Alors, moi je ne peux pas dire, je ne lis pas au fond du cœur des signataires. Hein. Les signataires, je ne sais pas ce qu'ils veulent vraiment. Si ce sont des gens sincères, l'accord sera un succès. On voit bien, André l'a souligné, et tout le monde en convient, qu'il y a eu des dérapages, il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné dans l'accord. André a dit qu'il n'y avait pas de sanctions. Je nuancerai aussi un peu quand même, parce qu'il y a une liste de personnes qui ont été sanctionnées par les Nations Unies, par le Conseil de sécurité, et d'autre part il y a des rapports. Alors c'est vrai que ce n'est peut-être pas très médiatisé, mais un certain nombre d'errements sont dénoncés. Il y a quand même le rapport des experts indépendants de l'ONU qui explique tout ce qui va mal dans l'accord. C'est quand même ce rapport, vous pouvez le lire sur Internet, il est accessible. Vous avez des tas de rapports qui expliquent, et des rapports officiels, qui disent ce qui va mal.
Personne ne dit que tout va bien dans l'accord d'Alger. Le problème, c'est justement que ces groupes armés n'ont pas été désarmés. André l'a justement souligné. C'est un relatif échec que 5 ans après, on n'ait pas désarmé ces groupes. L'accord, il prévoyait un désarmement d'ici 6 mois. Et d'ici fin 2015, les groupes devaient être désarmés. On voit bien qu'il y a eu des résistances à ce désarmement, parce que là, on touche le cœur du problème. Hein. Les groupes armés, par définition, ils tiennent à leurs armements. Et c'est ça qui fait... C'est un pouvoir par la violence. C'est le syndicalisme de la Kalachnikov aussi. Ils veulent revendiquer des avantages personnels parce qu'ils sont armés. C'est pas du tout quelque chose de démocratique. Ce sont des minorités qui ont pris les armes. Et voilà. Alors, il s'agit de traiter ce problème des minorités. C'est vrai que si le Mali n'avait pas été en position de faiblesse, on l'aurait traité autrement que par un accord. Et ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux de désarmer par la force ces groupes. Je suis bien de votre avis. Malheureusement, on ne peut pas refaire l'histoire. On n'avait pas les moyens de désarmer ces groupes par la force, donc il a fallu faire un compromis avec eux. Alors, vous avez raison de dire qu'il ne faut pas faire un compromis du même genre avec les djihadistes, mais la situation n'est pas la même. On n'est pas, Bamako n'est pas vaincu, heureusement, évidemment, par les djihadistes. Personne ne gagne et personne ne perd pour l'instant, c'est cette situation-là. Et donc, avec eux, je suis d'accord qu'il faudrait pouvoir inverser le rapport de force, mais ce n'est pas ce qu'on observe. Le rapport de force, pour l'instant, il semble évoluer plutôt en faveur des groupes djihadistes, malheureusement, quand on voit le nombre de victimes. Justement, M. Normand, ouais. C'est ce qui amène vraiment à nous interroger. Et beaucoup de Maliens ne comprennent justement pas. Pendant que vous parliez justement de la sincérité des groupes, les Maliens s'interrogent aussi sur la sincérité de la communauté internationale. Les Maliens n'arrivent pas à comprendre comment, malgré la présence de toutes ces forces étrangères au Mali, que le djihadisme continue de prospérer de la sorte. Alors écoutez, la réponse est très simple. L'armée américaine, qui a des moyens 10 fois supérieurs à l'armée française, qui a mis un nombre de soldats considérable, rien à voir avec 5 ou 6 000 soldats, n'est pas parvenue à vaincre les djihadistes d'Afghanistan qui s'appellent les talibans. Et même, on peut dire que les talibans ont fini par gagner la guerre de certaine façon. Ils ont été chassés de Kaboul, mais ils contrôlent l'ensemble du territoire. Donc, c'est pour dire que dans ces guerres asymétriques, les armées occidentales ne sont relativement impuissantes, malheureusement. Alors, impuissantes, il faut également relativiser. C'est-à-dire que dans les zones rurales, ces groupes armés extrémistes, violents, sont plus ou moins en symbiose avec la population. La population, c'est pas qu'elle aime ces groupes armés, c'est qu'elle n'a pas le choix souvent, et que ceux qui ne coopèrent pas sont assassinés. Et donc, et ceux qui en plus coopèrent avec l'armée occidentale ou l'armée malienne sont assassinés également. Donc, il y a une situation où dans les zones rurales, les campagnes, la situation est favorable aux groupes djihadistes. Pour l'instant, au Mali, les villes tiennent. Et les villes tiennent grâce à Barkhane. Moi, j'ai discuté avec un certain nombre de gouverneurs qui étaient là pour le forum de Bamako. Ils m'ont, dans les zones dangereuses, ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont dit, malheureusement, l'armée malienne, après la crise de 2012, après cette bataille perdue à Kidal en 2014, après le coup d'État de Sanogo, qui s'est produit également en 2012 avec des affrontements interne à l'armée, béret vert, béret rouge, l'armée a été très affaiblie. Elle était déjà une armée assez faible, parce que c'était pas une armée qui était habituée à faire la guerre, quand même, il faut le dire. C'était pas une armée qui avait beaucoup de moyens. Il y avait que 16 000 hommes, il y avait un budget très petit. Par comparaison, l'armée algérienne, c'est 500 000 hommes, un budget de 10 milliards. Là, c'était un budget de 300 millions de 10 milliards de dollars. Ah, oui. 10 milliards de dollars, l'armée algérienne. L'armée malienne, c'était 300 millions de dollars. Hein. Et donc, une petite armée faible qui est confrontée à des défaites contre des groupes armés non djihadistes ou djihadistes et qui ensuite a une espèce d'implosion interne avec l'affaire Sanogo. Donc, cette armée, elle est très déstructurée et elle s'est pas remise de ça pour l'instant. Et donc, elle n'est pas, c'est ce que me disent, moi, des responsables locaux, pas seulement des gouverneurs, mais des maires, des représentants de communautés locales. L'armée malienne, pour le moment, mais il faut espérer que c'est transitoire, pour le moment n'est pas en mesure de tenir tête seule
Alors, la MINUSMA n'apporte aucune aide en matière de combat. Ce n'est pas une armée qui se bat. La MINUSMA est utile. On aura certainement voilà. le temps La MINUSMA, de parler du mandat. La MINUSMA est utile pour des questions administratives, logistiques, l'organisation des élections, toutes sortes de choses, peut-être des médiations, je ne sais pas. Mais ils n'ont pas envie de se battre, quel que soit leur mandat. Barkhane, c'est la seule force qui a envie de se battre et qui se bat. Voilà. Alors, moi, je pense que si vous retirez Barkhane brusquement, un certain nombre de villes vont tomber aux mains des djihadistes. On va avoir une situation qu'on a vue ailleurs. On aura tout de suite, un tour de plateau sur Barkhane et sur la MINUSMA. Juste le temps de permettre à M. André Bourgeois de réagir. Une question, s'il vous plaît. Est-ce que le temps de parole est limité? Le temps de parole est limité, mais allez-y, M. Bourgeois. Non, moi je serai extrêmement bref. D'accord. Très bref. Ma première question, c'est que, sauf erreur de ma part, les accords d'Alger ne s'appliquent pas exclusivement sur le Nord. Ils s'appliquent sur l'ensemble du territoire. D'où un problème énorme, qui est le problème de la régionalisation, de l'instauration de régions-États. C'est la première chose, très bref. La deuxième chose à propos d'AQMI. Moi, j'ai le souci de l'approche historique. Je ne vais pas faire d'amalgame entre AQMI et le GSPC. Dire qu'à l'AQMI, c'est le GSPC, c'est une erreur historique. Le GSPC a été démantelé par l'armée nationale populaire. C'est le résultat, le reliquat de ce désarmement, de cette disparition du GSPC, dont certains éléments se sont réfugiés dans le septentrion malien et qui ont créé AQMI en 2007. Mais AQMI, c'est pas le GSPC, c'est complètement autre chose. C'est Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc c'est quelque chose de nouveau qui résulte du démantèlement du GSPC. C'est simplement une précision historique. J'espère ne pas avoir été trop long. Non, non, pas du tout. Merci. Mais en écoutant tout de suite M. Normand, il a évoqué par exemple le cas algérien. Il a parlé de 500 000 hommes, de 10 milliards de dollars. Et ça a pris 10 ans pour pouvoir mettre fin à tout ça. Est-ce à dire que nous, on a besoin d'autant d'effectifs, d'argent, de logistique et d'autant d'années aussi pour nous en sortir? C'est à moi que vous posez la question. Oui. Ben, je serai encore assez bref. La nature du problème est complètement différente. On ne peut pas comparer ce qui s'est passé en Algérie. L'apparition des djihadistes, elle résulte du fait qu'il y a eu des élections où ils sont arrivés au pouvoir et que le pouvoir politique central a refusé de reconnaître ces élections. C'est deux situations difficilement comparables. D'une part, d'autre part, ils étaient beaucoup plus organisés que dans la situation du Sahel. Donc la situation du Sahel vis-à-vis des salafistes djihadistes, de mon point de vue, est une situation inédite. Je dis bien inédite. D'où la difficulté de trouver des analyses pertinentes pour répondre à ce qui se passe actuellement. Moi, je sais bien que je suis un petit peu désarmé sur le plan conceptuel pour justement caractériser ces aspects complètement inédits. Je me suis amusé, enfin c'est pas amusé, mais j'ai fait traduire 9 cassettes de Koufa, intéressant comme contenu. Je pensais trouver des solutions qui me rassureraient dans mes analyses, mais pas du tout, au contraire. Donc, ça m'a poussé à réfléchir à d'autres solutions, parce qu'il y a tout un tas de discours un peu idées reçues, un peu vocabulaire classique, qui ne correspond pas du tout en réalité. Donc du coup, l'histoire du djihadisme contemporain nous renseigne peu. Mais ça dépend ce que l'on entend par djihadisme contemporain. Je dis que si on globalise les choses comme on le fait tout le temps, quelque part on se fourvoie, et si on se fourvoie, ça veut dire qu'on ne crée pas les conditions de la lutte contre ces... Autant il y a des particularités, des spécificités notoires au niveau des exécutants, je dis bien au niveau des exécutants. Si on ne prend pas en considération toute cette hiérarchie, ceux des exécutants, s'ils sont exécutants, ça veut dire qu'ils sont tributaires d'un pouvoir supérieur. Donc ça veut dire qu'il y a des consignes qui sont données. Le gros problème, c'est qu'en tout cas, moi, je n'ai pas d'informations sur le fonctionnement de cette hiérarchie. Et si, je ne sais pas s'il y a eu des études qui ont été faites et qui ont une certaine, une certaine véracité, sur lesquelles on peut s'appuyer. À partir de ce moment-là, on pourrait peut-être mieux comprendre les choses. Or, actuellement, on est un petit peu complètement le nez dans le local, que je dirais même un peu plus grave, dans le localisme. Donc si cette approche dérive vers le localisme, on ne peut pas se donner les moyens d'une intervention. Si on ne combine pas au moins 3 niveaux, c'est-à-dire au niveau local,
que je ne réduis pas au localisme, au niveau national, les enjeux qui sont nationaux, et puis bien sûr au niveau de l'international mondialisé. Ce qui se passe en Syrie, on voit bien, il y a eu des conséquences sur le Sahel. Je dis bien des conséquences, mais ça ne veut pas dire que c'est identique. Parce qu'ils ont une capacité justement à s'adapter aux conditions locales sur le plan historique, sur le plan politique et sur le plan des pouvoirs. On voit bien les différences qu'il peut y avoir entre AQMI et puis l'État islamique dans le Grand Sahara. Je m'excuse d'avoir été un peu long. Non, non, je vous en prie, M. Bourgeot. Maître Touré, dans le contexte malien, c'est qu'on observe le djihadisme quand même que nous avons chez nous. Est-ce qu'on peut le combattre par une armée régulière? Est-ce que pour faire ça, faut-il renforcer cette armée et en termes d'effectifs et en termes de logistique, des renseignements, de tout? Merci d'Issa. Moi qui ne suis pas un spécialiste des domaines militaires, si tu me poses la question, je vais dire effectivement qu'on peut le combattre par la voie militaire, sans pour autant être capable de vous dire quelle stratégie opérationnelle sur le plan militaire il faut le faire. Parce que l'un des problèmes aussi que nous avons souvent dans nos prises de parole, c'est qu'on parle beaucoup des questions militaires sans être spécialiste. Moi, je pense que c'est un monde qui est totalement différent du nôtre. Même les éléments de langage ne sont pas les mêmes. Donc, avec beaucoup de nuances, moi, je dirais que peut-être qu'une solution armée, en tout cas, peut permettre de réduire considérablement leur force de frappe, mais est-ce que ça va résoudre la question de fond? Parce qu'un conflit a toujours une cause. Et la résolution des causes, ce n'est pas forcément militaire. Les armes peuvent faire taire les armes, mais les armes ne peuvent pas faire taire certaines causes. Et à la pratique, on se rend compte simplement que les conflits locaux qui sont dans le centre du Nord, le mouvement des groupes armés d'obédience salafiste, le discours qu'ils tiennent le plus, et sur le point sur lequel ils parviennent à charmer beaucoup plus les populations également, c'est sur le plan de la justice. Les gens, quand ils voient une justice expéditive, ils sont très contents. On a l'actualité nous y aide, on a un prêcheur qui a donné une casuistique qui lui a coûté ce que ça lui a coûté. Un monsieur qui a eu un animal volé, le voleur reconnu, la gendarmerie réclame le paiement, la personne tarde à s'exécuter, les djihadistes viennent, voilà, au bout de 48 heures, la personne s'exécute. Donc ça, c'est des éléments très frappants, une justice expéditive, parce que les gens se disent qu'avec eux, au moins, on a une solution. Un problème de terre qui se pose tout à l'heure, on en connaît tous, une seule parcelle qu'on vend à 3-4 personnes. Si le djihadiste il vient automatiquement, le truc il est tranché en 5 minutes. Et personne ne conteste la décision. Donc le problème de ce milieu-là, c'est qu'il y a une souffrance, il y a une incompréhension de la lenteur de la justice, il y a également une incompréhension également aussi souvent des décisions de justice. Quand on remonte un peu dans l'historique de ces problématiques et qu'on en vienne jusqu'aux questions de partage de l'espace sur lesquels on fait l'agriculture, en même temps on fait l'élevage, il va sans dire simplement qu'il y a des problèmes. Quand il y a des problèmes, comment on les règle? L'État, à travers son organisation administrative, avait conféré beaucoup de pouvoirs au préfet. Mais avec la modification du Code de procédure civile en 1999, les préfets ont perdu beaucoup de pouvoirs. De sorte maintenant que la justice est saisie simplement lorsqu'il y a des conséquences dans la gestion du conflit. Donc ce n'est même plus géré en amont, mais la justice intervient en aval. Lorsque les gens essaient de régler le conflit, et qu'on en vienne à porter les armes et qu'il y ait des coups et des blessures, c'est là où on vient maintenant devant les juridictions. Et quand on vient devant les juridictions, souvent il y a des questions de preuve, souvent il y a des questions également de dysfonctionnement de la justice qui font que voilà, des personnes plus ou moins, en tout cas, prises sur le fait, parviennent à s'en sortir. Même une condamnation par sursis, dans certains milieux, est incompréhensible. Parce qu'on va dire simplement qu'il a été libéré. Voyez-vous. Donc il y a beaucoup de problèmes de ce genre qui alimentent ce conflit, en tout cas entre les personnes et l'État, et principalement la fonction de justice de l'État dans ces milieux-là. Et l'analogie avec l'Algérie ne me paraît pas une très bonne analogie, parce qu'en Algérie, comme on l'a dit, les mouvements, en tout cas islamistes, avaient gagné les élections. Les Occidentaux n'y voulaient pas. Et là, les peuples avaient choisi quand même une option, en tout cas, d'une gouvernance théocratique. C'est un choix. Demain, si le peuple décide de choisir un régime théocratique, moi, je ne me vois pas m'y opposer. Mais personne ne va nous imposer non plus encore un mode de vie ou une certaine lecture de l'islam. Donc l'analogie avec l'Algérie ne me paraît pas être une bonne chose. Et les causes profondes de ce conflit-là, et lorsqu'on observe ces petites casuistiques, on se rend compte que ce djihadisme dans le centre maintenant prend appui sur l'absence de justice
et le rôle limité des représentants de l'État dans la prévention, en tout cas, de ce genre de conflit qui se pose lorsqu'on exerce sur le même espace des activités par nature incompatibles, telles que l'agriculture et l'élevage, il va sans dire qu'il y a des problèmes. Au Tchad, il y en a, au Niger, il y en a, au Cameroun, il y en a, en Centrafrique, il y en a. Pourquoi ça n'a pas autant dégénéré? Peut-être qu'ils ont d'autres choses que nous n'avons pas. Donc moi, je pense sincèrement qu'à ce niveau-là, il faudrait qu'on parvienne à assurer les uns et les autres que la justice expéditive n'est pas forcément la justice, parce que souvent, on enquête, il n'y a même pas d'enquête, c'est assez sommaire. On va couper une main ou faire quelque chose d'assez brutal, ça peut plaire, mais en réalité, ce n'est pas une excellente, ce n'est pas une bonne chose dans le cadre d'un État. Donc, le retour de l'État à travers la présence de l'administration et le rôle effectif que les administrateurs jouent sur le terrain me paraît être quand même un axe fondamental. Et si je fais le lien avec l'accord d'Alger, on se rend compte simplement que le retour de l'administration de l'État dans le Nord, l'État retourne dans une autre réconfiguration. Et cette reconfiguration, à la lecture de l'architecture institutionnelle, fragilise beaucoup l'État dans la mesure où les pouvoirs des représentants de l'État sont pratiquement diminués. On a des gouverneurs qui se retrouvent, en tout cas actuellement, dans des formes de compétences liées. On lui adjoint 2 représentants de groupes armés dans son cabinet, ça fait 4. Et lui-même, il a 4 conseillers, donc il est dans une forme de compétences liées. Les autorités intérimaires sont occupées par les représentants des groupes armés, qu'on a substitués aux élus. L'armée reconstituée, moi je ne suis pas contre la reconstitution de l'armée, mais les conditions du redéploiement et le format du redéploiement fait qu'il y aura toujours une emprise des groupes armés sur en tout cas le pouvoir militaire, y compris dans le commandement, de sorte qu'on peut influencer même les élections, de sorte que ce qui va en sortir ne reflètera pas forcément ce que les populations auront choisi. Quand on détient le pouvoir militaire, parce qu'un État, c'est d'abord la puissance, c'est le monopole de la violence. Donc si on réorganise l'État, on réinstalle l'État au nord avec une administration militaire dans cette configuration où les groupes armés ont plus de pouvoir que l'État, et moi je pense qu'ils vont quand même occuper aussi l'espace. Qui détient le pouvoir maîtrise le territoire. Donc ce partage de pouvoir politique, pour moi, est un partage de pouvoir, est un partage de territoire. Parce que quand on partage le pouvoir, il s'exerce sur un espace. Et cet espace, c'est le territoire. Donc, qui tient le pouvoir, maintenant, tient l'espace. Moi, je pense qu'on fragilise l'État. L'État s'est fragilisé avec une évolution dans le centre. Et la reconfiguration de l'accord d'Alger qui veut ramener encore l'administration de l'État, on y amène un État encore fragilisé. C'est pourquoi je vous dis que cette paix convenue avec les groupes armés ne me paraît pas être la paix durable consignée dans l'accord d'Alger. Merci beaucoup, Maître Touré. Monsieur moi, je partage grosso modo tout ce qu'a dit Maître Touré, qui a une analyse juste et fine de la situation. Maintenant, sur l'accord d'Alger, bien sûr, la situation actuelle, c'est une fragilité du retour de l'État, une situation un peu d'infériorité que l'on observe, y compris peut-être avec le redéploiement récent de l'armée reconstituée à Kidal. Mais c'est une façon de voir les choses. On peut considérer que c'est une première étape, qu'on commence doucement et que l'État a vocation à revenir progressivement et que, je le rappelle, les groupes armés doivent disparaître dans l'accord. Est-ce qu'ils vont vraiment disparaître? La question se pose peut-être. Mais ce qu'ils ont signé, c'est qu'ils allaient disparaître. Voilà. Alors, on revient à ce problème de sincérité. Il n'y aura pas de paix durable si cet accord est déformé dans son interprétation, s'il est appliqué de manière perverse, de manière non sincère. Si c'est un moyen d'imposer la force des groupes armés et si les signataires l'interprètent de cette façon, bien sûr, ça sera un échec. Si en revanche on préjuge que, par exemple, les éléments des forces armées venant des groupes rebelles qui sont intégrés dans l'armée reconstituée, de 2 choses l'une, soit ils gardent une arme de rebelle, soit ils deviennent des patriotes maliens. Tout le problème est là. S'ils deviennent des patriotes maliens, on a résolu le problème. S'ils gardent une âme de rebelle, on a échoué. Voilà. Et donc, c'est vraiment une question de personne et d'application. Voilà. Nous allons maintenant mais au
aux forces étrangères. Oui, je vous passerai tout de suite la parole, Monsieur Bourgeot. Monsieur Normand, alors vous parliez déjà de la MINUSMA, de Barkhane. Est-ce que ces forces étrangères jouent-elles pleinement leur rôle? Alors, bon, j'ai déjà dit ce que je pensais pour la MINUSMA, mais c'est pas propre à la MINUSMA, c'est le système des opérations dites de maintien de la paix de l'ONU, ces fameux casques bleus. On a l'expérience actuellement de la MONUSCO au Congo, on a de nombreuses expériences. Ce système est adapté à des circonstances particulières. Lorsqu'il y a déjà une paix et qu'il faut juste surveiller l'application d'un accord de paix sincère et que tout le monde est désireux de faire la paix. À ce moment-là, une force de casque bleu aide. Voilà. Alors, cette situation, on l'a vu en Sierra Leone, au Libéria, on l'a vu au Mozambique, on l'a vu dans un certain nombre de pays africains. Lorsque on n'est pas dans une situation de paix, on a dit tout à l'heure que le Mali était en situation de guerre. Et l'Est de la RDC aussi est en situation de guerre. À ce moment-là, ces forces de casque bleu sont démunies. Et ce sont des gens qui ne sont pas motivés pour se battre. Ils vont là-dedans pour d'autres raisons. Et alors, donc, c'est pas des forces combattantes. Tout le monde le sait au Mali. On voit bien. On peut dire qu'à 2 kilomètres de leur casernement, il va y avoir une attaque djihadiste, qu'on voit les djihadistes qui vont arriver. La plupart du temps, malheureusement, ils vont pas réagir, ils vont pas bouger parce qu'ils trouvent que c'est trop dangereux. Alors, il faut rappeler qu'ils ont eu plus de 100 morts quand même, mais pas dans des combats. Ils ont été attaqués alors qu'ils prenaient pas l'initiative de se battre. Donc, ils se considèrent dans un milieu très dangereux et ils veulent pas prendre de risques. C'est pas leur métier à la limite. Leur métier n'est pas de se battre. Voilà. Bon, mais en revanche, ils sont utiles pour d'autres choses. Ils sont utiles pour d'autres choses parce que, on l'a dit, l'État n'existe plus malheureusement dans ces zones, donc ils remplacent un petit peu l'État. Ils assurent un certain nombre de services publics de base, transport, peut-être rapprochement des populations, enquête sur ce qui s'est passé, information, surveillance, enfin des choses de ce genre. Donc ils sont utiles quand même, je pense. Il ne faut pas demander le départ de la MINUSMA, ça aggraverait la situation. Est-ce qu'on peut demander une MINUSMA en fait, qui participe au combat? Est-ce qu'on peut demander... Non, objectivement, je ne pense pas qu'on puisse demander une MINUSMA qui participe au combat. Alors, l'expérience existe, c'est la MONUSCO. La MONUSCO, en 2013, je crois, elle a pas permis d'empêcher que la ville de Goma soit prise par un groupe rebelle qui s'appelait le M23. Et ça a été un scandale. Il y a eu d'autres scandales en Europe avec la Yougoslavie, je rentre pas dans les détails. Il est arrivé que les casques bleus sont restés passifs devant une situation où la population s'est trouvée en danger. Et alors, il y a eu une réaction internationale et on a dit il faut donner une force de frappe à cette force de casques bleus au Congo. On a créé la brigade d'intervention. Eux, ils ne doivent pas attendre qu'il y ait une attaque, ils doivent prendre l'initiative, ils doivent aller comme Barkhane en quelque sorte un petit peu, comme les FAMA doivent faire aussi, ils doivent aller attaquer eux-mêmes les groupes djihadistes, prendre l'initiative. Alors, ça a marché un petit peu au début avec le M23. Ils ont réussi à dominer cette situation. Et puis aujourd'hui, il y a un groupe djihadiste dans le nord-est de la RDC qui s'appelle les ADF. Ils sont totalement incapables de se battre avec les ADF. Et les ADF terrorisent toute la population et les casques bleus regardent ça, ne réagissent pas. Voilà. Et d'ailleurs, il est décidé maintenant de retirer cette force. Donc c'est une sorte d'échec, il faut le reconnaître. Voilà. Merci. Alors ça c'est pour mais maintenant pour Barkhane, ce que je pense c'est que Barkhane, c'est un pis-aller, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit l'armée nationale qui le fasse. C'est pas normal de faire appel à une armée étrangère. Il aurait aussi fallu que l'armée algérienne intervienne. D'abord, les gens venaient d'Algérie au départ, quand même. Tout le problème est venu de là. Ensuite, cette armée, elle est puissante, l'armée algérienne, et puis le Mali est voisin de l'Algérie. Donc, c'est un peu dommage que l'armée algérienne ne se soit pas mobilisée. Comme aucune armée ne voulait y aller et que la situation était catastrophique en janvier 2013, voilà, Serval est arrivé, a sauvé un peu la situation. Ensuite, il aurait fallu que l'armée malienne se reconstitue petit à petit à partir de 2013. Alors, et malheureusement, je pense que la stratégie n'a peut-être pas été bonne. Il y a peut-être eu des erreurs à la fois au Mali et en France. En tout cas, l'armée malienne, on l'a vu, n'a pas été rapidement reconstituée. Il aurait fallu sans doute s'en occuper davantage.
et aider plus l'armée malienne en termes d'équipement, de formation, de recrutement, peut-être lui adjoindre des conseillers pour faire marcher le matériel nouveau qu'on pouvait leur donner, des choses comme ça. Je pense que ce n'est pas une armée occidentale qui va résoudre le problème. Une armée occidentale empêche la situation de dégénérer. Je l'ai dit tout à l'heure, si vous retirez Barkhane, ça va dégénérer. Vraiment, les villes vont être prises d'assaut par les djihadistes, personne ne sera en face pour les défendre. Donc il y aura un grave problème. Donc Barkhane, c'est une assurance survie. Ouais, véritablement. Maintenant, ce n'est pas une assurance pour régler le problème. On ne va pas vaincre les djihadistes, parce que les moyens de Barkhane ne sont pas suffisants pour vaincre les djihadistes. 6 000 soldats, ça ne va pas suffire. Voilà. Et il n'y a pas les moyens de les battre. Et les seuls cas où des djihadistes ont été battus, c'est en Algérie au bout de 10 ans et 100 000 morts, et puis l'emprise territoriale de Daesh après des bombardements massifs des Américains. Mais on ne tue pas une idéologie à coups de canon. Et donc, ces mouvements continuent d'exister. Et donc, l'aspect militaire, le volet militaire, est un des moyens, mais ça ne peut absolument pas être le seul. Je crois que Maître Touré l'a dit. Oui. Il faut des solutions qui traitent les problèmes à la racine, qui traitent les causes du mal. Voilà, c'est ça. Merci, Monsieur Normand. Monsieur Bourchou. Oui, c'est sur la notion de sincérité. Je ne suis pas convaincu de la pertinence de la notion de sincérité dans des conflits guerriers. Il y a beaucoup de déclarations d'intention. Donc on a bien vu ce qui se passe avec la notion de sincérité. Jusqu'à présent, les groupes armés ex-indépendantistes n'ont pas respecté l'accord d'Alger. Par-delà la parole qu'ils ont donnée. Bon, ils ont été sincères lorsqu'ils ont dit. La sincérité, est-ce qu'elle peut être suivie des faits ? Donc c'est tout le problème des déclarations d'intention et le dysfonctionnement par rapport à l'application. Bon, maintenant sur Barkhane, ou peut-être quelque chose quand même avant sur les groupes armés djihadistes, la Katiba du Massina a quand même été sensiblement affaiblie. Elle a été sensiblement affaiblie après la découverte de négociations qu'il y aurait eu entre Koufa et Maître Barry, un de vos confrères. Et à l'issue de cette information, beaucoup, je ne sais pas combien, mais un certain nombre de combattants de la Katiba du Massina ont quitté la Katiba du Massina pour rallier l'État islamique au Grand Sahara. Imaginez maintenant des négociations, cette fois-ci, normales, officielles, etc., avec les groupes armés salafistes djihadistes. Qu'est-ce qui va se passer pour un certain nombre d'entre eux qui sont AQMI ou autre chose? C'est une question quand même que l'on doit avoir dans l'esprit pour dire il faut négocier. Ensuite se pose le problème du renseignement. Les autorités politiques de M. Trump, il s'appelle Trump, je crois, que le président des États-Unis d'Amérique, il contrôlait, je crois, sauf erreur de ma part, l'ensemble des renseignements sur l'ensemble de l'espace saharo-sahélien. Au Niger, c'était beaucoup plus clair, puisqu'au Niger, ce sont eux qui détenaient la maîtrise du renseignement. J'imagine difficilement que si c'est les Américains de M. Trump se retirent, que Barkhane aurait les capacités de remplacer ces services de renseignement détenus par les Américains. Donc ça veut dire que le point le plus important, le plus fondamental dans ces circonstances-là, c'est effectivement le renseignement. C'est pas en rajoutant une dimension quantitative, comme on le fait par exemple avec les 600. Je ne dis pas qu'il faut pas le faire, c'est pas ça. Mais la solution n'est pas quantitative, en aucun cas. Elle est aussi d'une manière qualitative. Et le renseignement fait partie de cette dimension qualitative. Ensuite se pose effectivement le problème des relations avec les populations. Mais les relations avec les populations, quand vous avez quelqu'un qui vous dit vous êtes les seuls à nous connaître, et s'il y a des combattants djihadistes qui se font tuer par les militaires nationaux ou bien occidentaux, c'est vous qui les auront dénoncés. On viendra et on vous tuera. Il n'y a pas d'anti-solution, on tue, c'est tout. Dans ces circonstances-là, comment trouver des éléments qui permettraient de débloquer la situation quand c'est sur l'ensemble du pays, mais pas simplement sur l'ensemble de l'État malien, maintenant sur quasiment l'ensemble de la sous-région, que le djihadisme est présent. Je repose la question, je n'ai pas de réponse. Quelle est l'influence de l'international
djihadiste et toutefois elle existe. Merci. Merci, Monsieur Bourgeot. Mesdames, Messieurs, vous suivez l'émission politique, le débat d'Africable Télévision. Et ce soir, nous sommes avec deux associations, Ascenseur humain de la commune de Oualia, avec son président, Monsieur Djibi Mamadou Dansoko, et la deuxième association, Jeunesse Union Africaine, avec son secrétaire général, Mahamadou Doucouré. Maintenant, place aux associations avec M. Iboussi. Bonsoir. Bonsoir, M. Robert Dissa. Bonsoir à nos invités. Le débat est très intéressant. Nous avons effectivement l'association Ascenseur Humain de la commune de Oualia qui a été créée en 2014. Et ils font beaucoup de bonnes choses. Ils prennent des fois des docteurs pour aller faire des consultations gratuites à Oualia et ailleurs. Ils font des dons de médicaments. Évidemment, dans la commune de Oualia, ils organisent des concours d'excellence dans les écoles. Les meilleurs élèves, ils les prennent et ils leur font beaucoup de cadeaux. Et puis, ils donnent des fournitures scolaires aussi aux enfants, parce que vous savez que ce n'est pas très facile souvent pour les parents d'élèves dans ces coins de brousse. Ils organisent des débats et nous avons aujourd'hui le président qui est Djibi Mamadou Dansoko qui veut poser une question. Alors le président est là. Ok, bonsoir Africa. Bonsoir, bonsoir aux invités. Moi, j'ai une seule question qui s'adresse à mon sœur Normand. Moi, ma question est, quel schéma peut-on mettre en place pour avoir la quiétude au Mali, sachant bien que l'accord d'Alger n'est pas respecté et accepté par les populations? C'est ça ma question. Quel schéma? Quel schéma, oui. Quel schéma? Oui. Ah, d'accord. Quelle solution, en fait? Oui, si vous voulez. D'accord. Oui. Merci. Donc, très rapidement, on va aller vers la deuxième association qui est Jeunesse Union Africaine. Ils sont très nombreux dans la salle ici. Ils ont été créés en 1992 quand même. C'est leur slogan qui est très intéressant. S'ils peuvent nous remettre le slogan. Oui. Les États-Unis d'Afrique. Les États-Unis d'Afrique. Les États-Unis d'Afrique. Merci, camarade. Les États-Unis d'Afrique, l'assurance du futur. Oui, okay. C'est ça. Merci. Alors, ils organisent des semaines de l'intégration. Donc, ils célèbrent la journée de l'Afrique, donc le 25 mai. Ils font des conférences et des voyages dans la sous-région, des caravanes. Et puis, comme les autres aussi, ils font des concours d'excellence, des activités sportives. Et grâce à eux, il y a une rue qui s'appelle la rue Dakar. Et bien, la rue elle a été nommée la rue Dakar grâce à eux parce qu'ils manifestaient là-bas. Et puisque Dakar, c'était un grand tournant. Alors, aujourd'hui, nous avons le secrétaire général qui est là, c'est Mahamadou Doucouré, donc, qui a une question à poser. Tout d'abord, je remercie les invités africables de nous avoir donné l'occasion de prendre part à cette émission qui est essentielle. Et pour moi, vu la lenteur de l'application de l'accord de paix issu du processus d'Alger, ma question est la suivante. Peut-on construire une paix durable au Mali uniquement par la présence des forces armées nationales et étrangères sans une forte implication, une consultation auprès de la population malienne? Merci, monsieur Doucouré. Bon. Donc, merci. À qui vous la posez cette question? Toujours à monsieur Normand. D'accord. Ok, d'accord. Donc, nous avons les internautes qui nous ont posé des questions. D'accord. Qui suivent l'émission, qui savent qu'il y a l'émission qui va passer. Donc, il y a M. Bourgeot. Il y a une question pour M. Bourgeot. On demande pourquoi est-ce que l'armée algérienne n'aide pas les armées sahéliennes? Pourquoi l'armée? Pourquoi est-ce que l'armée algérienne n'aide pas les armées sahéliennes? Ah, ok. Ça, c'est pour M. Bourgeot. Il y en a une pour M. Normand. C'est comprenez-vous le sentiment anti-politique française au Mali? Il y a un internaute qui a posé la question. Et une question pour M. Touré. Il y a un article, puisque c'était un homme de droit, il y a un article qui inquiète dans l'accord d'Alger. C'est l'article qui donne un peu trop de pouvoir aux régions. Donc, ils veulent savoir si on ne risque pas de balkaniser le Mali quand on sait que les présidents de ces régions sont élus comme le président de la République. D'accord. Voilà, monsieur. Voilà. D'accord. Mais voilà, si vous voulez. Okay. Merci. Merci, monsieur Iboussi, qui ce soir
nous amène ces deux associations, Ascenseur humain de la commune de Walia et l'association Jeunesse Union Africaine. Monsieur Normand, quel schéma de sortie de crise? Alors, bon, c'est tout le sujet du débat, n'est-ce pas? Donc, c'est difficile de répondre en une phrase, mais je dirais que la solution ou le schéma pour avoir une paix durable, ça tient pas en un remède simple. C'est un travail qui va prendre des années, d'abord. Cette crise, elle est partie pour durer très longtemps. On a l'expérience des autres pays, n'est-ce pas? À chaque fois, ça a duré plus de 10 ans. Je voudrais faire une allusion au terrorisme chrétien. On parle beaucoup du terrorisme islamique. Il existe un terrorisme chrétien en Afrique en particulier. Alors ils se disent chrétiens naturellement, comme les autres se disent islamiques. Les chrétiens vous diront qu'ils ne sont pas chrétiens. Bon. Mais ils se revendiquent de textes chrétiens. Ça s'appelle la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, Lord Resistance Army, qui est née en Ouganda et qui s'est développée au Kenya, qui s'est développée plutôt en RDC et en Centrafrique. Il a fallu 40 ans pour les éliminer. Voilà. Donc c'est en gros la durée de résolution d'une crise. Donc la solution, le schéma, il va prendre des dizaines d'années au Mali. Vous n'allez pas sortir de cette situation rapidement, malheureusement. Ouais. Donc, mais en même temps, il faut le savoir. Et ça veut dire que ça nous donne le temps de traiter les problèmes de fond. Alors, il faut un volet militaire. Donc, le volet militaire, on l'a dit tout à l'heure, pour l'instant, les armées nationales, ici ou ailleurs, au Sahel, ne sont pas suffisamment performantes. Donc, il faut renforcer cet axe-là. C'est clair. Ça fait partie du schéma. Ensuite, Maître Touré, je rebondis sur ce qu'il a dit, son analyse de la justice est parfaitement juste. Il y a un problème de justice. Et c'est un problème un peu plus large aussi, même si la justice est tout à fait au centre du problème. C'est le problème du fonctionnement de l'État sur le territoire. La justice est un cas extrême, c'est-à-dire c'est là où ça fonctionne le plus mal probablement, et c'est une fonction essentielle. S'il n'y a pas une justice qui fonctionne, les conflits ne peuvent pas être arbitrés, ne peuvent pas être résolus, il y a de l'impunité. Quand il y a de l'impunité, il y a du ressentiment, et finalement ça dégénère dans la violence. Donc restaurer la justice, ça fait partie de la solution. Ça sera peut-être la priorité au niveau de la présence de l'État. Et je suis d'accord aussi avec ce que Maître Touré a dit, que la justice telle qu'elle fonctionnait avant, avec un système importé, était culturellement mal adaptée. Il y a un problème d'inadéquation du système. Il faudrait arriver à africaniser cette justice et à la faire évoluer vers un système que les populations acceptent mieux, comprennent mieux. Même en France, on ne comprend pas très bien la justice. Et là, son vocabulaire, ses règles, c'est compliqué. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on recourt aux avocats et aux spécialistes. Et aux États-Unis, c'est pareil. Et une seconde question, quelle paix peut-on construire sans consulter la population? Sans consulter la population. Sans être avec elle. Voilà. Alors, on ne peut pas construire la paix sans les populations. C'est pour ça que le DNI, le dialogue national inclusif, était un élément important. Voilà. Donc, plus généralement, je pense que les populations doivent être totalement associées. Maître Touré a dit que c'était un des problèmes de l'accord d'Alger, qu'il avait été signé avec des groupes non représentatifs de la population. C'est vrai, voilà. Et donc, quand on marginalise les populations, ça ne marche pas. Il faut que les populations... il faut que la société civile se développe, il faut que la citoyenneté se développe. Vous avez des obstacles au sentiment de citoyenneté en France, au Mali, partout, hein, en France aussi. Mais au Mali, les obstacles, ils sont précis. Ils sont le fait qu'il n'y a pas d'exemplarité des dirigeants ou des partis politiques, il peut y avoir des problèmes de corruption, il peut y avoir des problèmes de cadets sociaux, de hiérarchie sociale, il peut y avoir des problèmes justement de territoires qui ne sont pas administrés par l'État. Dans ces cas-là, comment avoir un esprit de citoyenneté ? Donc, il faut résoudre ces différentes questions. Et la citoyenneté, ça permet de participer à la vie politique et à la démocratie. Et donc, il faut développer cette citoyenneté. Et ça vient à la fois de la société civile, du bas et du haut. Ça doit venir des deux côtés.
des autorités et de la base. Voilà. Donc, mais la population est incontournable. Un système sans la population est un système voué à l'échec. Que ce soit une démocratie ou une dictature d'ailleurs, parce que les dictatures qui s'assiedent sur la population, qui les négligent, ça finit aussi par exploser, comme on l'a vu dans les pays d'Afrique du Nord avec le printemps arabe. D'accord. Et troisième question du public, Oui. est-ce que vous comprenez le sentiment anti-français qui est en cours? Et ce n'est pas un fait nouveau quand même. Voilà, il faut bien... Au Mali, hein. Nous nous rappelons par exemple Alpha Blondy qui dit armée française, allez-vous-en. Il faut le comprendre puisqu'il existe, donc il est important de le comprendre. Alors, donc il s'agit plutôt de l'expliquer que de le comprendre, le décrire, l'analyser. Alors, je l'analyse de la façon suivante. Je crois que c'est humiliant, et je le comprends très bien justement, que ce soit une armée étrangère qui fasse le travail de l'armée nationale. Voilà. Et ça peut passer en cas d'urgence, mais quand ça se prolonge, maintenant, ça fait quand même pas mal d'années, ça va faire 8 ans, qu'une armée étrangère, alors il se trouve qu'elle est française, mais elle aurait pu être d'un autre pays, ça aurait été la même chose. Enfin, c'est pire quand elle est française, je dirais, parce que c'est l'armée de l'ancienne puissance coloniale. Donc, il y a aussi cette dimension. Donc, il y a un sentiment d'humiliation, surtout peut-être chez les intellectuels. Je pense que tout le monde ne le ressent pas de la même manière. Ensuite, il y a une certaine incompréhension, ça a été dit tout à l'heure, qu'on n'ait pas résolu le problème. Voilà, Barkhane n'a pas résolu la question. Alors que, par exemple, Serval, en quelques jours, oui. avait pu quand même réduire les djihadistes, absolument, avait pu les bouter. C'est surtout ce que les Maliens ne comprennent pas. Voilà. Barkhane qui est quand même d'ambition plus grande que Serval. Voilà, vous avez tout à fait raison. Serval a marché, ça a été un succès militaire, et pas Barkhane, qui se heurte à des résistances plus fortes. Eh bien, la raison est très simple, c'est que Serval avait en face de lui ou d'elle des groupes qui étaient organisés militairement. C'est-à-dire qu'ils étaient en groupe, bien identifiables, c'était des unités combattantes qui ressemblaient finalement à une armée régulière. Voilà. Et donc, on n'était pas tellement dans une guerre asymétrique. Elle était asymétrique en termes de technologie, mais elle n'était pas asymétrique en termes de visibilité. Voilà. Et là, aujourd'hui, on est dans une guerre qui est asymétrique en termes de visibilité, parce que les combattants de Barkhane, ceux qui s'opposent à Barkhane plutôt, sont des gens qui sont dissimulés dans la population. Ils ne sont pas en uniforme, ils ne sont pas en brigade constituée, ils sont dispersés. D'ailleurs, un des problèmes de Barkhane, c'est de dire où sont les djihadistes. Et ils vont quelquefois trouver des notables en disant où sont les djihadistes. Si le notable dit où sont les djihadistes, il se fait assassiner. Donc Barkhane ne peut même pas compter sur la coopération de la population. C'est trop dangereux de coopérer pour la population. Donc Barkhane a une sorte d'ennemi invisible qui se dissimule. Et ça explique les difficultés de Barkhane. Et je vous l'ai dit, ce n'est pas propre à cette situation du Mali. On a surtout l'exemple de l'Afghanistan, n'est-ce pas, où les talibans n'ont pas été vaincus par des moyens bien supérieurs. Donc, je vous l'ai dit, Barkhane empêche une catastrophe, mais ne va pas vaincre les djihadistes. Ouais. Merci, Monsieur Normand. Monsieur Bourgeot, la question à vous poser est la suivante. Pourquoi l'Algérie n'intervient pas, ne participe pas au combat auprès des États du Sahel? Alors, deux réponses à le micro. Pardon, deux réponses à cette question. Le point de vue algérien par rapport au G5 Sahel. Je dis bien le point de vue algérien. Le point de vue algérien est le suivant. Le G5 Sahel est une initiative française. Une fois que la France, c'est le point de vue, hein, une fois que la France a pris cette initiative, elle sollicite l'Algérie pour participer au G5 Sahel. Les autorités politiques algériennes disent, nous, on n'est pas un strapontin. Vous avez pris l'initiative, vous ne nous avez pas consulté avant, donc ils refusent. C'est la première chose. La seconde chose, c'est la constitution algérienne. La constitution algérienne stipule d'une manière très claire que les militaires algériens n'ont aucune raison de quitter le territoire algérien. Il y a eu quand même, je crois, une exception au moment de la guerre des 6 jours, me semble-t-il, à vérifier. Donc voilà les deux raisons principales pour lesquelles l'Algérie n'est pas là. Ça pose un sérieux problème, parce qu'effectivement, l'Algérie a une expérience de lutte contre le djihadisme extrêmement importante, et c'est probablement aussi l'armée la plus puissante de la sous-région. Donc effectivement, que faire sans le soutien? Peut-être que nous pourrions demander à l'Algérie une révision constitutionnelle pour nous permettre pour les amener.
pour pouvoir les convaincre à nous amener, à nous envoyer leurs militaires. Oui, ouais, c'est un peu, je veux répondre là-dessus, c'est un peu la même chose que sur la sincérité dans l'éthique guerrière. J'aurais continué un peu sur cette notion de sincérité. Est-ce qu'on peut véritablement croire à cette notion quand vous avez des éléments de la rébellion de 90 qui ont été incorporés dans l'armée malienne et qui ont déserté? Vous avez le cas des doubles déserteurs. Ils ont fait preuve de sincérité. Donc, on a aussi le cas avec ce qui se passe actuellement à Kidal. Il y a l'armée reconstituée qui est à Kidal, grand symbole, tout le monde en parle, etc. Mais on oublie de dire que cette armée, elle est cantonnée. Elle est cantonnée, je dis bien cantonnée. Elle ne peut pas circuler comme elle veut. Alors, comment peut-on croire à des déclarations d'intention qui, en permanence, sur le plan historique, vous pouvez prendre ça depuis les années 60, sur le plan historique, ne respecte pas ses engagements. Donc je crois que la notion de sincérité, moi j'en doute beaucoup. Et si on joue cette carte de la sincérité, j'irai même un peu plus loin, on est en dehors des réalités. J'attribue une importance énorme à l'histoire. L'histoire donne des leçons. C'est l'histoire qui donne des leçons. Après, ça crée effectivement des conditions de suspicion. Merci. Merci, M. Bourgeot. Maître Touré, il y a un article dans les accords d'Alger qui porte sur la régionalisation. Alors, à expliquer et à nous dire si, en fait, avec cet article-là, il n'y a pas un risque de balkanisation du Mali. Oui, merci pour la question, sauf que vous me parlez d'un article sans me le citer. Donc, lui ne l'a pas cité non plus. Justement, il a dit juste un article. Voilà, donc c'est un article, je ne sais pas comment. Justement, lui aussi ne l'a pas cité. Voilà, je sais pas. Est-ce que l'internaute a quelque chose à donner l'article? Oui, c'est l'article 5, si je me rappelle bien, qui parle de l'élection des présidents des régions. D'accord. Et les pouvoirs qu'on leur confère. Bon, d'accord. Donc, grosso modo, je vois à peu près, il s'agit de l'élection au suffrage universel direct et les importants pouvoirs qu'on accorde au président de l'Assemblée régionale. Moi, je pense que le problème, c'est aussi à ce niveau. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est que la régionalisation, la fédération, ce n'est pas des schémas qui font peur au Mali. Le Mali a eu une expérience de la fédération aux premières heures de l'indépendance. On a fait une fédération avec le Sénégal. Donc le Mali ne peut pas avoir peur de la fédération. Le Mali a été un pays pilote en matière de décentralisation avec des communes à l'appel. On a initié également les états généraux de la décentralisation qui a prôné une décentralisation poussée, appelée techniquement la régionalisation. Donc les négociateurs à Alger ont prôné cette régionalisation que le Mali d'ailleurs a proposée. C'est le Mali qui a proposé la régionalisation lors des négociations. Est-ce que vous voyez? Donc le Mali ne peut pas avoir peur de la régionalisation, le Mali ne peut pas avoir peur de la décentralisation. Mais ce qui peut faire peur au Mali, c'est simplement qu'on ne profite de la décentralisation pour des fins autres. Telles que, par exemple, la constitution d'entités à base purement ethnique. Quand on regarde ce qui se passe dans l'accord d'Alger et qu'on le dissèque vraiment avec beaucoup d'objectivité, on se rend simplement compte que ce que certains ont appelé l'inversion, en tout cas démographique, par le jeu de la réorganisation territoriale, devient une réalité visible. Vous voyez, deux problèmes se posent par rapport à cet accord d'Alger, pour le finaliser. Toutes les autres mesures ont pratiquement été prises par voie législative ou réglementaire. En tout cas, ceux qui relèvent des paramètres techniques. Les transferts des services déconcentrés, la question de l'armée reconstituée et redéployée. Il y a plein de mesures qui ont été prises par voie législative. Deux problèmes simplement se posent maintenant, c'est l'effectivité du découpage territorial, parce que les communautés sédentaires majoritaires au nord, ils voient un piège, parce que si on va sur la base du découpage qui avait été prôné, on va simplement venir dans un système où les groupes armés auront 60 à 80% des élus de leur côté. Et les autres communautés qui ne sont pas dans le projet irrédentiste également ne sont pas d'accord avec cela. L'autre gros problème maintenant, c'est la révision de la Constitution. Donc cette révision de la Constitution est une révision qui me paraît inutile. Je ne comprends même pas pourquoi le gouvernement malien s'acharne à faire cette révision. Je ne vois rien de l'accord d'Alger qu'on va mettre dans cette Constitution. S'il s'agit du Sénat, c'est une idée qui a existé avant l'accord d'Alger. Le véritable truc qu'on peut mettre dans cette Constitution, simplement dans le cadre de la révision, c'est changer la nature de la Constitution en faisant une Constitution souple qui donne un pouvoir
au Parlement et au Sénat pour pouvoir intégrer tout ce qu'on veut. Le véritable projet de constitution qui contenait les mesures de l'accord, c'est le premier projet qui est tombé à la faveur de Ante Abana, les articles 92 à 98, où on parlait de plusieurs formes de collectivités, en tout cas qui peuvent muter, changer, on peut en créer, etc. Les autres projets de révision qui sont intervenus ne nous ont jamais dit exactement quels sont les points d'impact de l'accord sur la Constitution. Voilà comment on les intègre, voilà la rédaction. Donc on est en train de faire une révision qui, au mieux, va donner une révision dolosive. Parce que les groupes armés, in fine, vont dire qu'on nous a promis une révision pour prendre en compte les éléments de l'accord d'Alger. À la fin, il n'y en a pas. Il ne peut pas y en avoir parce que le principe de la libre administration des collectivités prend en compte la question de la régionalisation. Donc on va donner des arguments supplémentaires encore aux groupes armés pour taper en tout cas sur l'État en disant que c'est un État qui n'est pas sérieux, qui ne respecte pas ses engagements. Donc dites aux groupes armés que l'accord d'Alger n'a aucun impact sur la Constitution. Donc on ne va pas faire une révision parce que simplement on nous a demandé de le faire. In fine, il n'y a absolument rien. Pendant qu'on s'acharne sur cette révision, on s'y oppose même sans savoir ce qui va intervenir. Toutes les mesures sont en train d'être prises par voie législative. La semaine passée, je pense, le dernier rapport des Nations Unies sur le Mali, on avait parlé du transfert des services déconcentrés. 16 avaient été transférés, 10 étaient en cours de transfert. Et pour revenir à la question du jeune homme par rapport au pouvoir qu'on donne aux collectivités, enfin, au président de l'Assemblée régionale, il faut simplement se dire qu'il y a dans cet accord un problème, un flou entre les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales. L'accord d'Alger traite que des collectivités territoriales, mais ne parle pas de circonscriptions administratives. De sorte qu'on a l'impression que la régionalisation telle que prônée dedans confine, va du moins vers quelque chose qui ressemble à des États purement régions. Alors que l'État doit rester central, même pour le déploiement d'une bonne décentralisation. L'État le fait à travers les services centraux et à travers également la déconcentration. Mais dans l'accord d'Alger, on n'a pas touché à ça. Et quand on dit le président de l'Assemblée régionale est le président de l'exécutif régional, il s'agit de quel exécutif régional? Région, circonscription administrative ou collectivité territoriale. Chacun y va de son interprétation. Pour les groupes armés, il s'agit de la région circonscription administrative. Donc le gouverneur n'aura pratiquement absolument rien à faire. Alors que dans l'esprit de la régionalisation, il s'agit de la région collectivité territoriale. Donc avec un accord aussi flou, avec des mesures qui ne sont pas aussi claires, comment on peut s'engager à mettre en œuvre cet accord et de manière accélérée? Tous les candidats à l'élection présidentielle se sont engagés à mettre en œuvre cet accord. Alors que cet accord ne peut pas être mis en œuvre en l'état. Parce que la majeure partie des problèmes est en dehors même de l'accord. Les paramétrages techniques à faire à ce niveau sont des données très très complexes qu'il faut laisser maintenant aux sachants. Le syndicat des administrateurs civils, lors de la signature de l'accord, a fait beaucoup d'observations qui n'ont pas été prises en compte. C'est pourquoi moi je me dis que cette histoire de construction de la paix ne passera pas par les réformes institutionnelles qu'on est en train également d'initier. Il faudrait d'abord qu'on essaie de remettre l'armée en place, qu'on déploie l'administration en l'État et qu'on travaille sur le déploiement des services économiques, la réconciliation et la question des réformes, on va la faire à tête reposée et cette fois-ci avec des sachants. Et si ces trois aspects sont réunis, moi je pense que les populations ne diront même pas mot par rapport à la révision parce qu'elles n'auront pas grand problème. Il faut résoudre les problèmes de ces populations. Le problème de la rébellion, ce n'est pas, ils n'ont pas fait la rébellion pour avoir un Sénat. Ils ont fait la rébellion pour avoir un territoire et au jour d'aujourd'hui, on leur a donné un pouvoir qu'ils exercent sur un territoire. Donc pour moi, il y a lieu de revoir un peu cet accord d'Alger. Le dialogue national inclusif nous y invite dans le schéma de construction de la paix pour qu'on intègre les populations qui sont exclues. Et de l'autre côté, le dialogue national inclusif nous incite également à aller dialoguer avec IAD et Koufa. Et à ce sujet, je pense que j'ai donné mon opinion. Il ne faut pas négocier dans une position d'incertitude. Rétablissons le rapport de force pour ne pas commettre la même erreur qu'Alger. Merci beaucoup, Maître Touré. Alors, Monsieur Normand, Monsieur Bourgeot, il ne nous reste plus que 4 minutes, donc 2 minutes à chacun. Quelle est la question? La question, vos derniers mots. Voilà, justement. Un mot de conclusion. 2 minutes.
Écoutez, d'abord, je partage complètement, sans avoir son expertise d'ailleurs, les analyses de Maître Touré. Je crois que tout ce qu'il dit est tout à fait juste et fin et approfondi. Donc c'est un plaisir d'avoir écouté cette analyse. Alors peut-être, puisque vous me permettez de dire un dernier mot, je voudrais revenir sur cette question d'incompréhension ou de sentiment contre la politique française. Je dois dire qu'il n'est peut-être pas partagé par tous les Maliens d'abord, et que ceux qui sont les plus confrontés au danger des groupes extrémistes violents apprécient le plus cette protection. Ceux qui critiquent sont souvent ceux qui sont loin du front, qui sont dans les villes, et qui en fait ont un mode de vie qui leur est permis par Barkhane, par la protection armée, et c'est la réalité quand même. S'ils vivent tranquillement à Bamako, c'est précisément parce qu'il n'y a pas d'attentat djihadiste et parce que la ville est protégée quand même. Donc c'est un peu facile de critiquer finalement ce dont on bénéficie. Voilà. Alors je conclurai là-dessus. Merci. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Hein, on peut l'applaudir. Voilà, merci. Monsieur Bourgeot. Moi, je crois que les circonstances ne permettent pas de conclure. Moi, je suis très pragmatique. J'attends de voir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, avec la présence des FAMA à Kidal, comment la CEMA va réagir, et puis tout le problème des relations entre le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad dans ses relations avec les groupes armés djihadistes. C'est un problème réel. Donc, comment créer les conditions de la paix dans cette situation? Donc, je ne conclurai pas simplement en donnant un signe d'espoir. J'espère que le Mali tiendra le coup dans les prochains mois, voire les prochaines années à venir. Si vous nous aurez réinvités dans 10 ans, est-ce que ce sera encore le Mali ou bien est-ce que ce sera autre chose? Merci beaucoup. On applaudit M. André Bourgeot. Mesdames, Messieurs, nous avions la compagnie alors, de deux associations ce soir qui étaient dans le public. Ascenseur humain de la commune de Walia avec son président Djibi Mamadou Dansoko. Applaudissez-vous. La deuxième association Jeunesse Union africaine avec son secrétaire général Mahamadou Doukouré. On applaudit. Voilà, et c'était l'émission politique, le débat ce soir, dont le thème était comment construire la paix au Mali avec M. Nicolas Normand, ancien ambassadeur de France au Mali. Il a été aussi ambassadeur en Afrique du Sud, en Gambie, au Sénégal, au Congo. On applaudit M. Normand. Notre second invité, Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré, avocat. Nous l'applaudissons. Et notre troisième invité était M. André Bourgeot, anthropologue, directeur de recherche au CNRS et au laboratoire d'anthropologie sociale et spécialiste de la bande saharo-sahélienne. On applaudit M. Bourgeot. Pour ma part, mesdames, messieurs, ce fut un plaisir de vous présenter ce numéro de Politique, le débat. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un autre débat. Et donc, passez une excellente semaine de travail. Au revoir.